Je n'aurais jamais pensé que j'en arriverais à raconter cette histoire. En fait, il y a des jours où je souhaiterais pouvoir l'effacer de ma mémoire, mais chaque fois que je ferme les yeux, les images reviennent, aussi vives que cette nuit-là. Tout a commencé de manière innocente, ou du moins c'est ce que nous pensions. Mes amis et moi étions adolescents, curieux, et toujours à la recherche de quelque chose qui nous ferait sentir que nous faisions quelque chose d'interdit, quelque chose qui nous donnerait cette adrénaline que l'on ne recherche qu'à cet âge-là. Aller sur le Deep Web était presque devenu une tradition pour nous. Chaque fois que nous nous retrouvions chez l'un d'entre nous, nous nous enfermions dans une chambre et éteignions les lumières, comme si cela rendait l'expérience encore plus excitante. Nous aimions explorer l'inconnu, avoir l'impression de voir quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Nous n'avons jamais rien acheté ni interagi avec qui que ce soit. Nous n'étions que des spectateurs, ou du moins c'est ce que nous pensions. Nous avions tout vu, des forums étranges aux sites proposant des services bizarres et des choses que l'on n'imagine que dans les cauchemars. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avions jamais vu quelque chose qui nous ferait vraiment sentir que nous avions franchi une limite, un point de non-retour. Cette nuit-là, nous étions chez Mike. Ses parents étaient partis en voyage, donc nous avions la maison pour nous. Nous étions 5 en tout, tous entassés dans sa chambre, avec pour seule lumière celle de l'écran d'ordinateur. Il était tard, après minuit, et nous étions déjà fatigués des jeux et des blagues habituelles. Mike a suggéré que nous ouvrions Tor et que nous naviguions sur le Deep Web. Ce n'était pas la première fois, et pour nous, c'était devenu un jeu. Nous riions de l'absurdité de tout ce que nous voyions et nous nous sentions invincibles, comme si rien de ce qui se passait sur ces sites ne pouvait nous atteindre dans le monde réel. Après quelques minutes de navigation sans but, Mike a trouvé un lien étrange, un que nous n'avions jamais vu auparavant. Le titre était écrit en lettres rouges et n'avait aucune description, seulement un numéro. 187. Nous pensions que ce serait une blague, ou peut-être l'un de ces sites qui ne montrent que du contenu bizarre et ennuyeux. Mike a cliqué, et l'écran est devenu noir pendant quelques secondes avant qu'une vidéo en direct ne commence à charger. Au début, nous ne comprenions pas ce que nous voyions. L'image était floue, comme si la caméra avait été installée de manière improvisée. Au centre de l'écran se trouvait un homme assis sur une chaise, attaché et la tête baissée. Autour de lui, 5 hommes habillés en noir, portant des masques qui leur couvrèrent le visage, comme ceux utilisés par les ouvriers du bâtiment ou les peintres. Ils étaient tous silencieux, comme s'ils attendaient quelque chose. Nous sommes restés immobiles, regardant, sans vraiment savoir quoi faire ou quoi penser. Nous étions fascinés et horrifiés en même temps, mais la curiosité l'a emporté. Alors que nous observions, l'un des hommes masqués s'est approché de la caméra et a commencé à parler, mais on ne comprenait pas bien. Il y avait un bruit de fond, comme une interférence, qui rendait l'écoute difficile, mais petit à petit, les mots ont commencé à devenir plus clairs. Nous avons réalisé qu'il donnait des instructions pour un jeu qui, selon lui, était simple. À côté de la caméra se trouvait une boîte contenant des petites balles numérotées. L'écran a montré une série de chiffres et nous a indiqué d'en choisir un. Nous nous sommes regardés, toujours dans cet état d'incrédulité qui fait que les choses ne semblent pas réelles. C'était comme si nous regardions un film, quelque chose de fictif. Sans trop réfléchir, l'un de mes amis a dit à haute voix le chiffre 5, en riant comme si tout cela n'était qu'une blague. À l'écran, l'un des hommes a sorti une balle avec le numéro 5 et a montré un papier qui disait « Coupez-lui les cheveux ». Nous avons ri nerveusement. C'était stupide, comme un mauvais tour de magie. Un des hommes masqués s'est approché de l'homme attaché, a sorti des ciseaux et a commencé à lui couper les cheveux de façon désordonnée. Cela paraissait ridicule, mais le type sur la chaise ne bougeait pas, comme s'il était drogué ou complètement résigné. C'était gênant à regarder, mais ça semblait encore être un jeu sans conséquences réelles pour nous. Après cela, l'écran a de nouveau montré des chiffres, et sans que personne ne le demande, un autre de mes amis a dit 7. Cette fois, le papier disait « Peignez-lui le visage ». Les hommes masqués ont obéi, ont sorti un marqueur noir et ont commencé à dessiner sur le visage de l'homme, en riant et en faisant des gestes exagérés. C'était comme si nous regardions un spectacle bizarre dans lequel nous avions le contrôle. Mais après ces 2 premiers chiffres, tout a commencé à changer. L'atmosphère est devenue plus lourde, et bien que nous riions encore, la nervosité commençait à se voir sur nos visages. Nous avons décidé de continuer à jouer, car au fond, personne ne voulait être le premier à dire que nous devions arrêter. Nous étions jeunes et stupides, pensant que tout cela n'était qu'une vidéo étrange. Lorsque Mike a choisi le numéro suivant, c'était le 3.
Le papier qu'ils ont tiré cette fois-ci disait « Donnez-lui un coup ». Un des hommes s'est approché et lui a donné une gifle, si forte que même nous, derrière l'écran, avons ressenti l'impact. On a entendu le bruit sourd du coup et un petit gémissement de l'homme attaché qui a à peine levé la tête. À ce moment-là, les rires ont commencé à s'éteindre dans la pièce. Nous avons réalisé que ce n'était pas un jeu comme les autres. Personne n'a rien dit, mais nous le sentions tous. Nous étions trop impliqués pour nous arrêter, comme si quelque chose nous poussait à continuer, même si nous savions déjà tous que c'était mal. Chacun de nous devait se demander, à un moment donné, s'il fallait fermer l'ordinateur et oublier tout ça, mais personne ne l'a fait. Nous avons continué à choisir des chiffres. Après la gifle, il y a eu de l'eau. Ils ont sorti un seau et l'ont jeté sur l'homme, qui a frissonné au contact du liquide froid. Tout cela ressemblait à un mauvais spectacle télévisé, mais nous ne pouvions toujours pas détourner les yeux. Sans nous en rendre compte, nous étions devenus plus que de simples spectateurs. Nous étions complices. Le numéro suivant était le 8, et cette fois, le papier disait quelque chose de différent. Fais-lui une entaille au bras. La tension dans la pièce a monté d'un coup. Un des hommes masqués a sorti un couteau, et sans hésiter, a fait une coupure rapide dans le bras de l'homme. Le gémissement qui est sorti de sa bouche était si réel, si humain, que pour la première fois, j'ai ressenti l'horreur de ce que nous étions en train de regarder. Le sang a commencé à couler, et à ce moment-là, la gravité de la situation nous a frappés tous. Nous étions en train de regarder quelqu'un se faire torturer en direct, et nous faisions partie de cela. Un de mes amis s'est levé, a dit que c'était de la folie et qu'il fallait arrêter, mais Mike a insisté en disant que nous étions allés trop loin. Juste un numéro de plus, et c'est fini, a-t-il dit, comme s'il pouvait ainsi justifier ce que nous étions en train de faire. Personne ne bougeait, personne n'a essayé de fermer la page. Nous étions des lâches, et la curiosité était plus forte que notre bon sens. Le numéro suivant que nous avons choisi était le 11. Cette fois, le papier disait « Casse-lui un doigt ». Je n'y croyais pas. Mes mains ont commencé à trembler, et j'ai ressenti une profonde nausée en voyant l'un des hommes prendre la main du type et, sans avertissement, lui briser un doigt avec un craquement sec. Le cri était déchirant. C'était un son que je n'avais jamais entendu, un mélange de douleur et de désespoir. J'ai regardé mes amis et nous étions tous pâles. Plus personne ne s'amusait. Mais, pour une raison inconnue, nous avons continué. Nous avons choisi un autre chiffre, puis un autre. À chaque fois, les gages devenaient plus violents, plus horribles. Ils lui ont arraché les ongles avec des pinces. Ils lui ont extrait des dents de force. Tout cela était trop réel, et même si nous voulions arrêter, nous étions paralysés. Je ne sais pas si c'était la peur ou l'incrédulité, mais personne ne bougeait de sa chaise. Nous en sommes arrivés à un point où nous ne pouvions plus continuer. Chaque choix entraînait une nouvelle torture, et l'homme attaché à la chaise peinait à rester conscient. L'un des derniers chiffres que nous avons choisi était le 16, et cette fois, le papier disait « Coupe-lui la tête en un seul coup ». Je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une mauvaise blague, un truc pour nous effrayer encore plus. Mais les hommes ne doutaient pas. Ils ont sorti une grande hache, rouillée, et l'ont montrée à l'homme. Je ne sais pas s'il comprenait ce qui allait se passer, mais ses yeux se sont remplis d'une peur que je n'avais jamais vue dans la réalité. Tout s'est passé si vite. Ils ont fait pivoter l'homme sur la chaise, attachant son corps pour qu'il ne puisse pas bouger. L'homme a essayé de se débattre, ses jambes s'agitaient, et on pouvait entendre ses halètements, ses tentatives désespérées pour se libérer, mais il n'avait plus de force. Les hommes masqués l'ont maintenu fermement, l'un d'eux a levé la hache, et à ce moment-là, pendant une seconde, tout s'est arrêté. Je ne pouvais pas détourner le regard de l'écran, même si chaque partie de moi en avait envie. C'était comme être piégé dans un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. J'ai senti le temps se figer juste avant le coup. Les muscles de l'homme masqué se sont tendus et, sans hésitation, il a abattu la hache avec un mouvement brutal et précis. Le son fut sec, un coup qui a résonné dans toute la pièce et que je n'oublierai jamais. La tête de l'homme a roulé, tombant au sol avec un bruit sourd. Les cris qui ont rempli la pièce ne venaient pas de la vidéo, ils venaient de nous. Personne n'était prêt à voir quelque chose comme ça. Nous étions passés de simples spectateurs à des complices silencieux d'un meurtre atroce. Mike a fermé l'ordinateur d'un coup sec, et nous sommes restés silencieux, sous le choc, incapables de comprendre ce que nous venions de voir et d'accomplir. Nous sommes restés assis dans l'obscurité, avec pour seul bruit celui du ventilateur de l'ordinateur. Personne n'osait dire un mot. C'était comme si parler rendait tout plus réel, plus tangible.
Nous nous regardions les uns les autres, cherchant quelque chose, peut-être une excuse, une justification pour ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait rien à dire. Nous savions que nous avions franchi une ligne et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous avons quitté la pièce et chacun est rentré chez lui en silence. Il n'y a eu ni adieu, ni blague. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je fermais les yeux et voyais l'image de l'homme, sa tête roulant sur le sol. Je me répétais que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais je savais que ce n'était pas le cas. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas ma faute, que nous avions seulement choisi des chiffres sans savoir ce qu'ils signifiaient, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir responsable. Nous avions joué avec la vie d'un être humain comme s'il s'agissait d'un jeu, et cette pensée me hantait sans relâche. Les jours qui ont suivi, nous n'en avons pas parlé. Personne n'osait mentionner ce qui s'était passé, et nous avons tous essayé de continuer nos vies comme si de rien n'était. Mais la peur était toujours là, tapie. Chaque fois que j'entendais un bruit étrange dans la maison ou voyais quelqu'un passer dans la rue, je prenais peur. J'ai commencé à vérifier les fenêtres avant de me coucher et à regarder constamment derrière moi. J'avais l'impression d'être surveillé. Un après-midi, un de nos amis nous a appelés et nous a dit qu'il devait nous parler de toute urgence. Nous nous sommes retrouvés dans un café et son visage était pâle, avec une expression de panique que je ne lui avais jamais vue. Il nous a dit qu'il avait fait des recherches sur ce que nous avions vu cette nuit-là et qu'il avait trouvé des informations troublantes. Selon lui, ces hommes dans la vidéo n'étaient pas simplement des tortionnaires. Ils faisaient partie d'un réseau qui traquait leurs victimes grâce aux adresses IP de ceux qui participaient à ces jeux. Il nous a expliqué que, d'après ce qu'il avait lu, ceux qui choisissaient les numéros devenaient les prochaines cibles. C'était comme une chaîne macabre où le spectateur passait de simples témoins à prochaines victimes. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je ne savais pas s'il disait cela pour nous effrayer ou s'il avait vraiment découvert quelque chose, mais la seule idée que ces hommes savaient qui nous étions et où nous nous trouvions me terrorisait. Après cette conversation, tout a changé pour le pire. La peur est devenue une constante dans ma vie. Je ne pouvais plus être tranquille nulle part. Chaque fois que je voyais une voiture inconnue garée près de chez moi, je pensais qu'ils étaient là pour m'observer. Si quelqu'un sonnait à la porte sans prévenir, mon cœur s'emballait, craignant le pire. J'ai arrêté d'utiliser l'ordinateur et de sortir avec mes amis. Je ne supportais plus l'idée d'être près d'eux, de nous rappeler mutuellement ce que nous avions fait. Mes amis ont aussi changé. Peu à peu, nous nous sommes éloignés les uns des autres, sans en parler directement, mais nous savions que c'était à cause de ce que nous avions vécu. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit avec la sensation que quelqu'un était dans ma maison. Je fouillais chaque coin, mais il n'y avait jamais personne. C'était une peur constante, invisible, qui ne me laissait pas en paix. Des semaines et des mois se sont écoulés, et même si j'ai essayé de passer à autre chose, quelque chose en moi s'était brisé. Il y avait des jours où je sentais que tout était irréel, comme si je vivais dans un cauchemar sans fin. Ma famille remarquait que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai jamais osé leur raconter. Comment leur expliquer que, par simple curiosité adolescente, nous avions vu quelqu'un mourir? Je savais qu'ils ne comprendraient jamais, et au fond, je ne le comprenais pas moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais reparlé de cette vidéo. Je ne sais pas si ce que notre ami nous a dit était vrai, mais aucun d'entre nous n'a voulu prendre le risque de le découvrir. Nous avons arrêté d'aller sur le Deep Web, d'organiser ces réunions pour voir ces choses, et peu à peu, nous avons cessé de nous voir. Je ne sais pas ce qu'il est advenu des autres garçons. Nous avons perdu contact, comme si la distance pouvait effacer ce que nous avions vécu ensemble. Chaque fois que je pense à cette nuit, un frisson parcourt mon corps. Je ne suis plus la même personne qu'avant. J'évite les endroits sombres, les pages étranges sur Internet, et je suis devenu paranoïaque. J'ai changé de numéro de téléphone plusieurs fois, et je ne réponds jamais aux appels de numéros inconnus. Parfois, j'ai l'impression de voir des ombres du coin de l'œil, comme si quelqu'un me regardait. Je ne sais pas si quelqu'un viendra un jour pour nous ou si tout cela n'était qu'un moyen de nous terrifier encore plus que nous ne l'étions déjà, mais je ne peux m'empêcher de vivre avec cette peur constante. C'est la première fois que je parle de ce qui s'est passé, et je le fais plus comme un cri désespéré que dans l'espoir de trouver la paix. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable, et que d'une certaine manière, nous porterons ce fardeau pour le reste de nos vies. J'espère seulement qu'en racontant cette histoire, je pourrai avertir d'autres personnes des dangers de la curiosité démesurée
et de cette fausse sensation de sécurité que nous avons souvent lorsque nous naviguons dans le monde virtuel. Le Deep Web n'est pas un endroit où satisfaire ses caprices ou trouver du divertissement sans conséquence. C'est un recoin sombre du réseau, où les règles du monde normal ne s'appliquent pas et où ce qui semble être juste un écran et quelques clics peut ouvrir une porte sur les horreurs les plus réelles et perturbantes que tu ne pourrais jamais imaginer. Nous pensions être invincibles, que rien de ce que nous voyions ne pouvait nous atteindre ou nous affecter vraiment. Nous étions convaincus que nous n'étions que des observateurs, des spectateurs d'un spectacle sinistre qui ne nous concernait pas au-delà de l'écran. Mais la vérité, c'est qu'en entrant dans ce monde, nous avons cessé d'être de simples spectateurs pour devenir partie prenante de quelque chose de beaucoup plus grand et terrifiant. Nous avons participé, même si nous ne voulions pas l'admettre, et nous nous sommes laissés emporter par l'adrénaline de nous sentir impliqués dans quelque chose de défendu. Et maintenant, cette erreur, cette curiosité sans limite, nous a marqués à vie. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il y a des choses qui ne devraient jamais être vues, des secrets qui ne devraient jamais être découverts et des frontières qu'il ne faudrait jamais franchir. Parfois, ce qui est interdit exerce une attraction difficile à ignorer, mais derrière cette soif d'inconnu se cache un prix bien plus élevé que ce que n'importe qui pourrait imaginer. Le Deep Web est rempli d'endroits où les vies se vendent et se marchandent, où la souffrance humaine devient un spectacle, et où, au moindre faux pas, tu peux devenir le protagoniste d'une horreur dont tu ne pourras plus jamais t'échapper. Ce n'est pas juste un espace où se cache l'illégalité et les transactions douteuses, c'est un puits sans fond où la morale et l'humanité se dissolvent dans la plus pure obscurité. Ce n'est ni un jeu, ni une aventure excitante. C'est un piège déguisé en curiosité, qui t'aspire avant même que tu ne t'en rendes compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour t'en sortir. On pense souvent qu'il suffit d'éteindre l'ordinateur et d'oublier ce qu'on a vu, qu'avec un simple clic, la nuit de cauchemar prend fin. Mais il y a des choses qui te hantent, qui reviennent dans tes rêves, qui apparaissent dans chaque ombre ou chaque silence, te rappelant que tu as franchi une ligne que tu n'aurais jamais dû franchir. Le prix que nous avons payé n'a pas seulement été la peur constante, mais aussi la perte de notre innocence et la certitude qu'à ce moment-là, nous avons été complices de quelque chose d'horrible. Cette culpabilité ne s'efface pas, elle ne se pardonne pas, et même si nous essayons de continuer, il reste toujours ce poids, celui de savoir que nous avons fait partie de quelque chose que nous ne pourrons jamais oublier. Nous n'avons pas été les victimes, mais nous n'avons pas non plus été innocents, et c'est une charge que nous porterons à jamais. Alors, si tu penses à explorer ce côté sombre du web, arrête-toi et réfléchis-y à 2 fois. Il n'y a pas de retour possible une fois que tu franchis cette ligne. Tout ce qui est caché ne mérite pas d'être découvert et toute curiosité n'est pas bonne à satisfaire. Il y a des lieux qu'il vaut mieux ne jamais visiter, des jeux auxquels il vaut mieux ne jamais participer et des secrets qu'il vaut mieux laisser enfouis dans l'obscurité. Parce que le prix de la curiosité sans limite n'est pas seulement la peur. C'est la conscience d'avoir franchi un seuil qui n'aurait jamais dû l'être et crois-moi, c'est quelque chose dont tu ne te débarrasseras jamais. Je ne peux pas être très précis ici en raison de la nature de mon travail, mais je vais essayer de raconter l'histoire du mieux que je peux. Je travaille dans la division des cybercrimes d'une agence de maintien de l'ordre, et c'est tout ce que je peux dire. Je tiens à préciser une chose, la plupart des histoires que vous lisez sur le dark web sont totalement inventées. Les récits de Red Rooms et les histoires de tueurs à gages sont pratiquement faux dans leur intégralité. La plupart des crimes ont lieu sur le web normal, quotidien. Cependant, un mardi après-midi, j'ai reçu un appel disant qu'il y avait une nouvelle affaire pour moi. L'officier au bout du fil ne semblait pas très sûr que ce soit une affaire pour moi, mais il voulait que j'y jette un coup d'œil quand même. Je suis descendu parler à 2 jeunes garçons, tous 2 adolescents, probablement encore au lycée. Je me demandais de quoi il s'agissait lorsque l'un d'eux a commencé à balbutier à propos de quelque chose qu'ils avaient trouvé sur le dark web. Apparemment, les 2 participaient à un défi TikTok ou YouTube. Je ne me souviens plus lequel, mais ils cherchaient des choses à acheter sur le dark web. Encore une fois, honnêtement, il y a très peu d'activités vraiment suspectes sur le dark web, à moins que vous ne cherchiez à acheter de la drogue. Donc, les 2 étaient principalement déçus, jusqu'à ce qu'ils trouvent un site qui vendait des livres, l'un desquels ils ont acheté. Ensuite, ils m'ont remis le livre en question. J'ai mis des gants et l'ai feuilleté. Il était rempli de photos d'une jeune fille.
Au début, c'étaient des photos d'elle souriant dans des endroits comme une prairie ou une place de la ville, mais au fur et à mesure que le livre avançait, les photos devenaient plus provocantes, pour ainsi dire. Elle commençait à porter des tenues comme un uniforme de domestique ou un cosplay de fille-chat, et les dernières photos la montraient sans vêtements. « C'est tout ce que vous vouliez me montrer ?» demandai-je, me demandant où était le problème. C'est alors qu'ils m'ont donné une carte qui accompagnait le livre. Elle disait « Merci pour votre achat, cher client. » Dans ce livre, vous trouverez un trésor de photos d'une jeune fille, bien que cela ne soit pas ce qu'il y a de plus spécial dans ce livre. Pour nous assurer qu'il soit vraiment unique, nous avons fait en sorte que vous puissiez profiter de l'expérience complète. Le livre est relié avec sa peau, alors n'hésitez pas à caresser doucement le cuir en pensant à elle. Encore une fois, merci pour votre achat. À ce stade, je devrais probablement mentionner, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est la bibliopégie anthropomorphique. C'est le nom donné à la pratique consistant à relier des livres avec de la peau humaine. Inutile de dire que c'est illégal. Même en supposant que la peau provienne d'un cadavre, il y a des lois relatives aux restes humains. Cependant, cette carte, en fonction de ce qui y était écrit, laissait entendre que la peau avait été prélevée sur la fille alors qu'elle était encore en vie. Soit cela, soit il l'avait tuée et ensuite écorchée spécifiquement pour fabriquer ce livre. Je pensais que tout cela n'était qu'une blague élaborée. Mon premier réflexe fut de penser que les deux garçons étaient dans le coup, mais ils semblaient trop effrayés pour que ce soit une plaisanterie de leur part. Je les ai interrogés séparément, et leurs histoires concordaient. Très bien, peut-être disaient-ils la vérité, mais cela ne signifiait pas que le livre était réellement relié en peau humaine. Même s'il ressemblait à du cuir, il y avait de fortes chances que ce soit du cuir animal et que tout cela ait été ajouté dans le but de renforcer la saveur de l'histoire. J'ai dit à l'officier en charge de l'affaire exactement cela, et j'ai dit qu'il n'était pas vraiment nécessaire d'enquêter plus avant, bien que j'ai donné aux garçons un avertissement à propos de l'achat d'objets sur des sites suspects. Et c'est ainsi que l'affaire a pris fin. Du moins, c'est ce que je pensais. Il se trouve que l'officier en charge de l'affaire a décidé par précaution de faire examiner le livre, et il s'avère que la reliure en cuir du livre était, en fait, faite de peau humaine. Comme vous pouvez l'imaginer, l'intérêt pour l'affaire a explosé après cela. Nous étions désormais confrontés à une affaire potentielle de meurtre, et nous avons rappelé les deux garçons. On m'a également réintégré dans l'affaire pour essayer d'aller au fond des choses, et j'ai pu obtenir l'URL du site qu'ils avaient utilisé. Malheureusement, tout ce que j'ai obtenu en utilisant ce lien était un message d'erreur. J'ai approfondi mes recherches, mais je n'ai abouti à rien. Frustré, je me suis tourné vers d'autres sources pour obtenir de l'aide, mais il y avait peu de progrès que je pouvais faire. Une analyse plus approfondie de la peau a révélé qu'elle appartenait à une femme, d'ascendance caucasienne, ce qui correspondait à ce que j'avais vu sur les photos, mais il n'y avait pas grand-chose de plus que la science médico-légale puisse faire, car le processus de préparation du cuir rendait de nombreux tests inutilisables. Un test ADN de la peau n'a rien révélé, et nous avons cherché partout pour voir si quelqu'un reconnaissait la fille sur les photos. Aucun résultat à ce jour. L'affaire était sur le point de s'effondrer quand j'ai réussi à trouver un indice inattendu sur un forum. J'ai entendu parler de quelqu'un d'autre qui avait acheté un livre similaire et qui était perplexe quant à la véracité de ce qui était affirmé à son sujet. La personne se trouvait dans un autre état, mais nous avons réussi à localiser l'auteur du post, qui était une femme qui avait acheté le livre par pure curiosité morbide. Les tests médico-légaux ont révélé que la reliure de ce livre aussi était faite de peau humaine. Elle avait une URL différente, que j'ai essayée, et celle-ci a fonctionné. Le site lui-même n'avait rien d'impressionnant, c'était aussi basique que possible, comme les vieux sites web des années 2000. J'aurais pensé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague en me basant uniquement sur cela, mais les deux affaires m'ont poussé à suspendre mon scepticisme. J'ai pris des captures d'écran du site web et confirmé avec les deux garçons qui nous avaient initialement amené cette affaire que c'était bien le site que nous cherchions. Les deux livres avaient été envoyés depuis des adresses fausses dans des grandes villes, donc il n'y avait pas grand-chose à enquêter de ce côté-là. Compte tenu de cela, nous avons décidé de tester le site nous-mêmes, et j'ai passé une commande, mais rien n'est jamais arrivé. Si ce n'est que ce qui s'est passé, c'est que l'URL du site a cessé de fonctionner. Et c'est là que les choses ont pris une tournure sinistre. Un des garçons, celui qui avait commandé le livre, a disparu un jour. Il rentrait de l'école, puis... plus aucune trace de lui.
Une recherche exhaustive pendant des mois n'a rien donné, jusqu'à ce qu'un jour, l'autre garçon vienne nous voir en disant que quelqu'un avait laissé un morceau de papier chez lui. Ce n'était pas un bout de papier ordinaire, c'était du parchemin. Plus tard, des tests ont révélé que ce parchemin était fait de peau humaine et des tests ADN ont montré qu'il appartenait au garçon disparu. Sur ce parchemin, écrit avec ce qui s'est avéré plus tard être du sang, figuraient les mots « Ne vous mêlez pas de nos affaires ». Je n'aime pas l'admettre, mais cet incident m'a effrayé plus que tout ce que j'ai jamais rencontré auparavant. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'être en première ligne. Oui, je sais, je fais partie des forces de l'ordre, mais mon travail se fait généralement derrière un écran d'ordinateur. Je n'ai pas dormi un seul instant pendant 3 nuits après que nous ayons confirmé ce que c'était. Je me souviens encore vivement de la façon dont sa mère s'est effondrée en larmes lorsque nous lui avons annoncé la nouvelle. Il n'y a plus de pistes à part celle-là. Bref, honnêtement, je ne veux plus avoir affaire à cette affaire. Les personnes qui seraient ravies de dépouiller quelqu'un de sa peau pour ensuite utiliser cette peau ne sont pas des personnes avec lesquelles je veux avoir un contact rapproché. Bon, peut-être que l'affaire est close, mais je laisse ceci ici comme un avertissement général. N'achetez rien sur le dark web, même si c'est plus que probablement une blague, car parfois, il ne plaisante peut-être pas. Ce qui m'est arrivé ne fera probablement pas bouger grand monde, j'en suis sûr. Je vais l'admettre tout de suite, je suis un mauvais gars, un perdant qui a gagné son argent hors la loi. Je suis là pour que les autres puissent me pointer du doigt et dire « Au moins, je ne suis pas comme lui ». Ça a été mon rôle dans la société, et j'ai fini par l'accepter. Mais je suis toujours un être humain, j'ai encore des sentiments et des droits, donc ce qui m'est arrivé ne devrait arriver à personne. Point. Comme je l'ai dit, je suis un hors-la-loi. Je vends des produits pharmaceutiques qui permettent aux gens d'oublier leurs problèmes pendant un moment. Le problème, c'est que le gouvernement a pris le contrôle de mon travail récemment, avec la légalisation du cannabis, et tout ça. Les clients se tournent vers des alternatives plus faciles à obtenir et qui n'impliquent pas de risquer la prison. Ce fut une période difficile pour moi financièrement. J'ai dû diversifier mon portefeuille, pour ainsi dire, et me tourner vers le trafic d'armes sur le dark web. Maintenant, là, c'est une source de revenus qui ne va pas se tarir de sitôt. Des armes sans numéro de série et des armes automatiques sans période d'attente ni vérification des antécédents qui attirent une clientèle très variée. Je ne sais pas où elles vont, ni qui les achète, ni pour quel usage. Je ne suis pas la police de la moralité, juste un type qui essaie de gagner de l'argent. Assez de ça, venons-en au fait. J'ai une histoire à raconter et tu as le temps de l'écouter. Tout a commencé il y a quelques semaines. Les affaires étaient en plein essor récemment. Avec tous les troubles, les deux camps voulaient être armés. Ma clientèle habituelle, des gangs, la mafia et divers criminels, sans oublier toute la quarantaine, je suppose que le point que j'essaie de faire valoir, c'est que j'avais tellement de travail que je ne pouvais plus tout gérer ni garder le contrôle sur quoi que ce soit en réalité. Donc, quand il y a quelques jours, un reportage a été diffusé à propos d'un enfant pris dans un échange de coups de feu entre des malfaiteurs et que la police a retracé les armes utilisées jusqu'au dark web, je n'ai même pas fait attention. C'est jusqu'à il y a quelques jours. Je venais de raccrocher avec ma grand-mère, qui n'était pas en très bonne santé, mais je lui avais promis que le paiement pour son traitement était en route, lorsque j'ai reçu un email d'un client, un petit gang appelé Son Néon. Si cela ne te dit rien, fais une recherche sur Google. Il me demandait pourquoi ils avaient reçu 112 godemichés noirs de 30 cm au lieu des AK-47 qu'ils avaient commandés. Laisse-moi te dire, ils n'ont pas trouvé ça drôle du tout. Après cela, les emails ont commencé à affluer et les menaces contre ma vie se sont multipliées, venant de gros gangs comme de petits criminels locaux qui se demandaient où était leur Bambi Killer 3000. J'ai passé tout mon lundi à contacter mes fournisseurs et à leur demander ce qui s'était passé. Aucun d'eux ne savait rien. Selon eux, les envois avaient été faits comme prévu. J'ai dû engager un hacker pour pénétrer dans le système de l'UPS, juste pour découvrir que les commandes avaient été redirigées vers des organisations policières et qu'ensuite d'autres commandes avaient été envoyées à la place. Bon sang, ma vie est ruinée, me suis-je dit en mettant la tête entre les mains, essayant de comprendre ce qui s'était réellement passé. La réalité n'avait pas encore commencé à s'imposer quand une voix s'est fait entendre depuis les haut-parleurs de mon ordinateur. « Tu passes une mauvaise journée ? Toute la semaine, on dirait. C'est drôle comment ces choses arrivent de nulle part et te prennent par surprise. » J'ai levé les yeux et remarqué que la lumière de ma webcam était allumée, indiquant qu'elle était active. Quand tu es sur le dark web aussi longtemps que moi, tu connais les risques d'être piraté. Je pensais avoir mis en place suffisamment de protection,
mais il y a toujours quelqu'un qui peut la contourner, je suppose. Imperturbable, étant donné mon état d'esprit récent, je suis resté là et j'ai montré mon doigt du milieu à la caméra. Je ne t'aurais pas pris pour un stoïque, surtout après que ta réputation soit en ruine et que ta vie soit peut-être en danger. Tu as mis en colère quelques gros acheteurs, non? Peut-être qu'ils vont venir te chercher pour prendre ce qu'ils n'ont pas reçu. Attends, c'était toi, pas vrai? Dis-je en me levant d'un bond. Initialement, tout cela n'était qu'une gêne, mais maintenant cette voix avait capté mon attention. Ce que j'ai pu faire ou non devrait être la moindre de tes préoccupations. Tu devrais plutôt t'inquiéter des 4 membres de la triade qui arrivent au coin de la rue en ce moment, dit la voix. Mon écran d'ordinateur passa à une caméra de vidéosurveillance de ma rue. Je pense que c'était une caméra d'un distributeur automatique, et elle montrait un groupe de gros bras chinois marchant dans la rue. Je pouvais dire que c'était près de chez moi, à cause de la petite boulangerie de l'autre côté de la rue. Au début, j'ai paniqué, et j'ai voulu attraper mes affaires et partir, mais ensuite je me suis arrêté. Pourquoi cette voix ruinerait-elle ma vie, puis m'aiderait-elle à m'échapper en m'avertissant que quelqu'un venait me chercher? À quelques centimètres de la porte, je me suis arrêté, et j'ai réfléchi à tout cela. Quelques instants plus tard, on a frappé à la porte de mon appartement. À travers l'œilleton, j'ai vu les mêmes 4 hommes qui étaient dans la rue quelques minutes auparavant. Mon téléphone a vibré dans ma poche et je l'ai sorti. Ne parle pas, écoute seulement. Je connais un endroit sûr où tu peux aller. Sors par la fenêtre de derrière et descends l'escalier de secours. Je te dirai où aller après ça, dit la même voix qui venait des haut-parleurs de mon ordinateur. Je n'ai pas eu une seconde pour réfléchir à ce qui se passait et j'ai suivi ce qu'il m'a dit de faire. Je suis descendu par l'escalier de secours rouillé jusqu'à la ruelle crasseuse. À peine arrivé au sol, l'un des guetteurs dans la rue m'a vu. Il a crié à ses compagnons et la poursuite a commencé. « Prends à gauche, puis traverse la rue et descends la ruelle de l'autre côté », me dit-il. Des coups de feu ont résonné derrière moi et une balle a frôlé ma tête. « Dépêche-toi, tu y es presque. Je ne peux pas garder le feu vert bien longtemps », me dit la voix. Il n'y avait pas de trafic dans la rue, donc j'ai pu la traverser facilement. Les hommes étaient à environ 3 mètres derrière moi, et dès que j'ai été de l'autre côté, le feu est passé au vert, et la route s'est remplie de voitures. L'un des hommes semblait penser qu'il pouvait me suivre et que les voitures s'arrêteraient pour lui. Il s'est trompé et a été renversé par l'une d'elles. Cela a causé un énorme embouteillage, et les autres hommes ont été obligés d'abandonner la poursuite pour aider leurs compagnons maintenant inconscients. Continue dans la ruelle, puis prends à gauche et entre dans le bâtiment là-bas. J'ai fait ce qu'il m'a dit, et une fois que j'ai tourné au coin, j'ai couru vers la porte sur ma gauche et l'ai fermée derrière moi avec soulagement. La pièce était grande et sombre, à l'exception du scintillement d'un écran d'ordinateur au centre. Je ne pouvais pas distinguer grand-chose, mais l'espace semblait vide. Grâce à la lumière blanche, j'ai pu voir que le mur à ma droite était recouvert d'une sorte de mousse isolante en latex. Mon téléphone a raccroché, et j'ai entendu le doux cliquetis d'une serrure se fermer derrière moi. « Hé, tu ne peux pas m'enfermer ici !» ai-je crié. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ?» demandai-je en m'approchant de l'ordinateur. « Comment diable la triade a-t-elle obtenu mon adresse? Et qui diable es-tu? Pourquoi me sauver après avoir ruiné ma vie? Je suis celui qui a donné ton adresse à la triade, voilà qui je suis, dit la voix depuis l'ordinateur. Je t'ai sauvé après avoir ruiné ta vie parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. La température dans la pièce a immédiatement commencé à baisser, et en quelques minutes, mon souffle était visible tandis que je m'accroupissais sur le sol dans une tentative désespérée de rester au chaud. C'est alors que je me suis rendu compte que j'étais dans un entrepôt réfrigéré et que la mousse en latex était en fait de l'isolant. Ma respiration est devenue difficile. Mes yeux ne parvenaient plus à se concentrer. J'ai essayé de parler, mais tout ce qui est sorti était un charabia. Mes paupières étaient trop lourdes pour s'ouvrir tandis que je sombrais dans une obscurité que je n'avais jamais connue auparavant. « Lève-toi, je n'en ai pas encore fini avec toi, » dit la voix. Ma tête battait comme un tambour de basse, sourde et douloureuse. Les lumières étaient maintenant allumées dans l'entrepôt. L'endroit était encore plus grand que je ne le pensais à l'origine. Ce n'était pas juste une chambre froide, comme je l'avais imaginé, il faisait environ la moitié d'un pâté de maison et était recouvert de blanc d'un mur à l'autre. Il y avait une porte en face de celle par laquelle j'étais entré, ainsi qu'une sur chacune des autres parois. Une douleur vive s'étendait dans ma main droite. En baissant les yeux, j'ai été choqué de réaliser que mon majeur avait été coupé à la racine. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon doigt! Tu m'as coupé mon doigt !»
Ça fait mal quand on te prend quelque chose soudainement, n'est-ce pas? Voici mes règles, écoute bien. Ne touche pas à l'ordinateur ou tu mourras. Fais ce que je te dis ou tu mourras. Ne tente pas de t'échapper ou tu mourras. C'est tout, assez simple. Pendant les 24 prochaines heures, tu m'appartiens. Maintenant, viens ici, je veux te montrer quelque chose. Encore trop faible pour me lever, je me suis traîné jusqu'à l'écran comme un animal. La douleur me rendait aveugle chaque fois que ma main touchait le sol, au moins l'hémorragie s'était déjà arrêtée. Des photos d'armes apparurent à l'écran, 3 pistolets et un fusil automatique. « Ça te dit quelque chose ?» demanda l'homme. « Non, pourquoi ça devrait ? Tu les as vendues plus tôt cette année. Elles ont été utilisées lors d'une fusillade qui a tué 2 trafiquants de drogue et un enfant innocent. Écoute, moi je ne fais que faciliter les ventes, je ne manipule pas directement les produits, je suis plus un intermédiaire. Ce que ces gens veulent en faire ne me regarde pas, je fais juste de l'argent. Alors trouve un travail et contribue à la société comme une personne normale, ça leur dure. Aujourd'hui, les boulots ne couvrent même pas les dépenses, encore moins payer le traitement contre le cancer de ma grand-mère. Va pleurer ailleurs. Le fait est que ces armes sont maintenant à la station de police, dans l'entrepôt de preuves. Je veux que tu les récupères. Je ne peux pas faire ça. Je suis un trafiquant d'armes de niveau moyen. Je ne peux pas déjouer la sécurité ou me faire passer pour un officier pour entrer là-dedans. Il me faudrait un uniforme, un badge, des cartes d'accès. C'est impossible pour moi. Je pense que ce serait le bon moment pour examiner de près ton doigt mutilé. J'ai levé ma main à hauteur de mes yeux et j'ai regardé profondément la plaie. Sous tous les caillots et la chair, je pouvais clairement distinguer un métal argenté. Ce conteneur contient du cyanure de potassium. Si tu ne fais pas ce que je te dis, il t'injecte une dose mortelle. J'ai le bouton ici, dans ma main. Les images de moi ont commencé à clignoter sur l'écran. On me voyait à l'épicerie, à la station-service, même en train de me promener près de mon appartement. Je peux te voir n'importe où en ville. Dévie du plan et tu es mort. Il y a une oreillette dans un panier près de la porte. Branche-la à ton téléphone via Bluetooth et écoute mes instructions. Si tu fais ce que je te dis, tout ira bien. Je suis allé à la porte et j'ai trouvé tout ce qu'il avait dit. J'ai branché l'oreillette à mon téléphone et l'ai mise dans mon oreille. Elle était plutôt petite et probablement indétectable pour les autres. Il y avait aussi un uniforme de policier dans le panier que j'ai mis. Ensuite, il m'a dit à quelle station me rendre et qu'une voiture m'attendait dehors. La porte s'est ouverte avec un clic. Dehors, il y avait une voiture de police bien marquée, avec de l'essence et prête à partir. Qui que soit ce type, il avait des connexions que je n'avais jamais vues auparavant. Ce fut un trajet de 30 minutes rempli de nervosité jusqu'à ma destination. Ma main me faisait un mal de chien tout le temps, un rappel constant du pouvoir que cette personne avait maintenant sur moi. Donc, tu as besoin de ces armes pour ne pas avoir de problème. Si c'est le cas, pourquoi n'as-tu pas envoyé l'un de tes hommes le faire ? Il n'y avait pas besoin de me torturer et de me harceler comme ça. Je dis juste que tu sembles avoir des connexions et des compétences incroyables en hacking, il n'y a pas besoin de tout ça. Tourne à gauche ici, répondit-il, et j'ai conduit le reste du chemin en silence, sauf lorsqu'il me donnait des directions. Je suis finalement arrivé à la station. J'étais un peu inquiet que ma main attire l'attention, alors je l'ai mise dans ma poche. La pression supplémentaire des pantalons a fait bouger la capsule. J'avais peur qu'elle ne s'active accidentellement et que je tombe raide mort au milieu d'un poste de police, entouré d'officiers. Ça ne serait pas une sacrée histoire pour le journal de 20 heures ? L'entrepôt de preuves est au sous-sol. Le signal du téléphone sera coupé là-bas. Tu as 15 minutes pour récupérer les armes et sortir, ou je t'injecte le cyanure. Je ne veux pas que tu te rendes ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce dont tu as besoin pour récupérer les armes est dans ta poche arrière gauche, et j'ai déjà envoyé tous les documents nécessaires à l'ordinateur, dit l'homme. Puis il s'est tu. Je suis arrivé au sous-sol sans encombre, j'ai montré mon badge et j'ai demandé qu'on me laisse entrer. Tout se passait bien. Je suis allé à l'arrière et j'ai mis les 3 armes dans des sacs de preuves, puis j'ai commencé à partir. « Hé, il faut que tu signes ça. Tu ne peux pas simplement les emporter comme ça, » a dit le responsable du comptoir. « Oh ouais, longue journée, j'ai dû oublier, » ai-je répondu. Je lui ai donné mon numéro de badge et signé quelques documents. Je croyais que cette affaire était déjà classée, pourquoi veulent-ils réexaminer les preuves ? A demandé le responsable. Je me suis décontenancé un instant, puis j'ai inventé une excuse. De nouvelles preuves dans l'affaire, le procureur veut revoir certaines choses, il pourrait la rouvrir, ai-je dit, espérant que tout cela ait un sens. Ah, d'accord, vous devez être du centre. Tous les documents sont en ordre, mais je vais devoir faire signer ça par un détective d'abord. Le responsable est parti à l'arrière. Je pouvais le voir à travers une vitre, parlant à un homme en costume.
Il m'a regardé, puis l'autre homme m'a regardé et le responsable m'a désigné. Je ne savais pas ce qu'il se disait, mais le détective semblait suspect. 14 minutes étaient déjà passées, et je n'avais pas le temps d'attendre. Sans réfléchir, j'ai attrapé les sacs avec les armes à travers l'ouverture du plexiglas et j'ai couru. J'ai entendu les portes du bureau s'ouvrir avec fracas alors que le responsable et le détective me poursuivaient. Peu importe s'ils m'attrapaient, si je ne sortais pas d'ici dans une minute, je mourrais de toute façon. Je suis monté les escaliers et j'ai couru aussi vite que je le pouvais. Mon cœur battait à tout rompre alors que je franchissais les portes du premier étage. Mes poursuivants étaient juste derrière moi, criant et demandant à quelqu'un de me stopper. Un policier costaud s'est mis devant moi juste avant les portes principales. J'ai baissé mon épaule comme si j'allais foncer sur lui, puis j'ai fait un pas à gauche, puis à droite. Il s'est jeté sur moi, mais je l'ai évité de justesse et suis sorti en courant dans le parking. Des coups de feu ont retenti alors que je courais vers ma patrouille et montais dedans. La vitre arrière s'est brisée sous l'impact d'une balle, mais j'ai réussi à tourner la clé et à partir. Les sirènes assourdissantes des voitures de police remplissaient l'air alors qu'une file de patrouilles me poursuivait. « Tu as les armes ?» dit la voix dans mon oreillette. « Oui, espèce d'idiot, tu m'as tendu un piège. Je ne savais pas que tu allais foirer tout ça. Je vais m'en occuper. Assure-toi juste de te mettre hors de leur vue. » J'ai réussi à prendre quelques virages serrés et à les semer pendant un instant. Puis j'ai entendu la voix de mon mystérieux interlocuteur sur la radio de la police, donnant de fausses directions aux officiers, les éloignant de moi. Ensuite, il m'a indiqué où laisser la voiture et m'a dit qu'un autre véhicule m'attendait là-bas, avec des vêtements de rechange. Une fois encore, j'ai fait ce qu'il m'avait dit, et je suis monté dans une vieille Ford Pinto, tout en me changeant. Le trajet pour revenir à l'entrepôt m'a pris environ 20 minutes. Les lumières étaient encore éteintes, et l'ordinateur était la seule chose visible. « Mets les armes à l'arrière puis retourne devant l'ordinateur », m'a-t-il dit. J'ai fait ce qu'il demandait. En m'approchant de l'ordinateur, j'ai remarqué une photo d'un jeune garçon apparaître sur l'écran. « Je ne vais kidnapper aucun enfant ni m'occuper de quoi que ce soit de ce genre. Tu peux me tuer tout de suite si c'est ce que tu veux, » ai-je dit. « Non, tu ne le feras pas. Tu l'as déjà fait. Agenouille-toi et regarde bien cette image. Tu devrais reconnaître ce visage. Il était partout dans les journaux il y a quelque temps. » « Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais tué d'enfant de ma vie, » ai-je répondu en m'agenouillant pour regarder de plus près. « Pas directement, mais laisse-moi te raconter son histoire. Il avait 9 ans et venait de recevoir son nouveau vélo brillant, celui qu'il avait toujours voulu. Il a demandé à son père s'il pouvait sortir faire un tour, et son père a dit oui. Quelle sorte de monde est-ce quand un enfant ne peut même pas rouler en vélo en toute sécurité dans son propre quartier ? Il n'était qu'à quelques rues de chez lui lorsque des coups de feu ont éclaté. Il y avait quelques trafiquants dans cette rue, et c'était une fusillade depuis une voiture. Sais-tu d'où venaient les armes qu'ils ont utilisées ? Laisse-moi deviner, de moi, ai-je répondu sèchement. Sais-tu quelles armes c'étaient ? Une voix se fit entendre derrière moi, et quelque chose de froid et métallique pressa contre l'arrière de ma tête. Tu as tué mon fils quand tu as vendu ces armes à ces hommes, les mêmes que tu as maintenant récupérés pour moi. Celui qui parlait se trouvait désormais juste derrière moi, et, à en juger par sa voix, il anticipait avec délectation le moment de ma mort. « Très bien, mon pote, si tu dois le faire, fais-le. Mais sache que je fais tout ça pour aider ma grand-mère. Elle serait déjà morte sans moi. Elle est vieille et a déjà vécu sa vie. Mon fils avait toute sa vie devant lui, et tu la lui as volée. La fin ne justifie pas les moyens. » Un coup sourd retentit lorsque l'homme me frappa avec la crosse de son arme. Je me retrouvai au sol, le regard tourné vers le ciel, les larmes aux yeux à cause de la douleur. Il me pointa son arme en pleine figure et appuya sur la gâchette. Je me raidis, attendant mes derniers instants. Clic. L'arme était vide. « La mort est trop douce pour toi et elle ne ramènera jamais mon fils. Tu vas vivre avec la peur à partir de maintenant. Un jour, peut-être, tu connaîtras la mort la plus atroce et la plus douloureuse que tu puisses imaginer. En toi, il y a une autre capsule, différente de celle d'avant, une qui ne sera détectée par aucune procédure médicale ni aucun scanner. Si jamais je décide de l'activer, tu mourras d'une manière lente, douloureuse et inéluctable. Tu n'auras qu'à attendre et voir si ce jour arrive. » Puis il jeta son arme sur mon visage, me brisant le nez. J'entendis ses pas s'éloigner alors qu'il sortait par la porte. La température de la pièce recommença à baisser, et les faibles bruits de sirènes de police résonnaient au loin tandis que je perdais connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, traité pour hypothermie.
La police m'avait lié au vol des preuves dans l'entrepôt et maintenant je purge une peine de 20 ans dans une prison d'État. Ma main me fait souffrir à chaque fois que le temps change et je ne dors presque plus. Je me demande toujours si aujourd'hui sera le dernier jour de ma vie. Je m'appelle Charlie. Voici un bref résumé de ma vie, bien que cela n'ait pas vraiment d'importance. Je n'ai jamais été quelqu'un attiré par les belles choses de la vie. Je me suis toujours contenté de faire le minimum dans ma vie. C'est sans doute pour cela que je suis cuisinier dans la restauration rapide depuis les 5 dernières années. Je ne dirai pas où. Ce serait trop facile de m'identifier, mais disons que c'est un de ces endroits où les gens ne vont pas vraiment. Ils y finissent simplement. Tant que c'est cuit, ça suffit. En 36 ans sur cette terre, je suppose que mes échecs professionnels ne sont pas une grande surprise. Je n'ai jamais développé ce qu'on appelle de l'ambition. J'ai à peine terminé le lycée et je me suis retrouvé dans un collège communautaire pendant quelques semestres, jusqu'à ce que je sois expulsé à cause de mes mauvaises notes. Mais cela m'allait toujours, tant que je pouvais avoir un toit sur la tête, de la nourriture de base sur la table et payer mon internet, j'étais heureux. Aussi décevant que cela ait pu être pour ma famille, tu vois, la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est Internet. Un travail basique, avec un minimum d'efforts requis, laisse beaucoup plus de temps et d'énergie pour poursuivre ma véritable passion. Je suppose que c'est là que tout a dérapé. Et peut-être que, pour cette raison, une vie de médiocrité est mon châtiment. J'espère que quelqu'un me croira. Peut-être que l'un d'entre vous pourra m'aider, je ne sais pas. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, et je ne connais personne qui ait vécu cela. Mais si tu peux m'aider, s'il te plaît, réponds. Je suppose que je devrais commencer par le début. C'est Internet qui m'a causé des ennuis, pas l'Internet normal, celui que tu peux explorer sans souci, tant que tu ne fais pas de choses stupides comme télécharger des virus ou tomber dans des arnaques, mais qui reste majoritairement sûr. Ce qui m'a causé des problèmes, c'est le dark web. Reste à l'écart du dark web, il n'y a rien pour toi là-bas. Si tu veux acheter de la drogue, trouve un dealer dans la vraie vie, comme une personne normale. Le dark web est un coup de poker de toute façon, surtout depuis que Silk Road a été fermé. Dans le meilleur des cas, tu finiras arnaqué ou traumatisé, si tu es une personne normale. Dans le pire des cas, tu pourrais finir comme moi. Je ne sais pas pourquoi ça m'intriguait autant. Peut-être parce que ça me rappelait les jours sauvages d'Internet dans les années 90 et au début des années 2000. J'ai entendu parler du dark web par mon ami Gail, il y a de cela de nombreuses années. Ça devait faire plus de 10 ans. On n'était que deux idiots rigolant de la façon dont tu pouvais tout voir, librement, sans entrave pour du contenu illégal. Mon intérêt n'a fait que grandir à partir de là. Gail et moi avons pris nos distances. Il est devenu une personne normale. Il a décroché un de ses emplois d'adulte dans une entreprise stupide. Il n'a pas beaucoup de temps pour quelqu'un qui a raté son lycée, comme moi. Mais pour moi, le dark web était comme une addiction. Je devais regarder, peu importe ce qu'il y avait là-bas, une sorte de fascination perverse. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui s'y trouve, tu le sais sûrement déjà. Si tu ne le sais pas, tu peux chercher sur Google. Je dirais seulement que c'est un lieu de toutes sortes de contenus illégaux et d'idéologies fanatiques, et tout cela me fascinait tellement. Ne te méprends pas, je n'ai jamais voulu participer au marché pervers qui se déroulait devant moi. Je n'ai jamais été dans une red room, mais j'aime voir ce qui s'y trouve. Comme une sorte de psychosociologue moderne. Je n'avais jamais eu de gros problèmes avant, jusqu'à maintenant. Je prends toutes les mesures possibles pour rester anonyme et j'essaie d'être un fantôme. La plupart des utilisateurs ne te remarquent pas si tu n'interagis pas. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, pas vraiment. Je naviguais simplement comme d'habitude, regardant ce qu'il y avait. Je suis tombé sur une page en descendant dans le terrier du lapin. Je ne sais pas pourquoi elle a attiré mon attention, Résistance Pointe-Oignon, mais c'était juste un fond noir avec un cadre de texte qui est apparu. Il disait « Est-ce que tu nous vois ? Veux-tu être l'un des nôtres ?» J'aurais dû fermer mon navigateur, mais non, bien sûr que non. Il y avait une case pour répondre, et mon moi sarcastique a répondu non. Puis une réponse est apparue. La résistance est inutile. J'ai ri de cela. Qui que ce soit qui avait fait ce site était clairement un farceur, probablement juste une sorte de site parodique. J'ai voulu fermer mon navigateur, en me disant que j'avais eu assez pour la nuit. Mais alors que je le faisais, un flot de texte en défilement a rempli l'écran. Je ne savais pas ce que c'était. Cela ressemblait à un de ces effets visuels qu'ils utilisent dans les vieux films technologiques pour représenter un piratage, tu sais, juste des lettres et des chiffres aléatoires. Stupide.
Quelle que soit la blague, elle n'était pas très bonne. Alors, de nouveau, j'ai essayé de fermer mon navigateur, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je devais m'être déconnecté ou endormi, car la prochaine chose dont je me souviens, c'est d'avoir repris conscience de mon environnement, mais au moins 1 heure s'était écoulée. L'écran disait simplement « fin ». Je ne vais pas mentir, j'ai eu une peur bleue et j'ai débranché mon ordinateur. Il pouvait rester ainsi pour le reste de la nuit. De toute façon, il était temps pour moi d'aller au lit pour mon boulot pourri le lendemain matin. Mais ce ne fut pas facile de dormir cette nuit-là. J'étais vraiment agité et je ne savais pas pourquoi. Rien de mal n'était arrivé, à part ce site évidemment humoristique. Le fait que je me sois déconnecté pendant si longtemps dessus me semblait étrange cependant. Le lendemain matin, je me suis levé comme d'habitude pour aller travailler. J'ai fait cuire des œufs, des pancakes, ce que voulaient les clients. Mes collègues me regardaient bizarrement cependant. Ed, en particulier, c'était un vétéran de la cuisine assez aguerri et peu de choses l'affectaient. Finalement, j'en ai eu assez de ses regards en coin. « Mec, qu'est-ce qu'il y a ?» lui ai-je demandé. « Arrête de parler de ce super site web de légumes que je dois absolument consulter, ça ne m'intéresse pas. »« Tu sais que je n'achète rien en ligne » grogna-t-il avec le ton habituel d'Ed. « De quoi tu parles ? Est-ce qu'il était en train de perdre la tête après des décennies de boulot en cuisine ? Allait-il faire une crise ici ? Charlie, tu n'arrêtes pas de parler d'un genre de site web sur l'ail et comment je dois absolument aller le voir. Je ne sais pas ce qu'est un site web sur l'ail, mais moi, j'achète mes affaires chez Walmart comme une personne normale. Je ne savais pas de quoi il parlait. Je n'avais rien dit à propos d'un site. Je ne le ferai jamais, surtout pas à lui. Ed pouvait à peine lire ses emails, et Dieu sait que je n'avais ni le temps ni l'énergie pour lui expliquer les subtilités des sites que je visitais. Alors j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, l'éviter pour le reste de la journée. Avec un peu de chance, il serait normal demain. Cependant, peu de temps après, la responsable m'a appelé dans son bureau. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'Ed lui avait dit ? « Charlie, j'ai reçu plusieurs plaintes de tes collègues disant que tu ne cesses de parler d'un genre de site web. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais ici, c'est un lieu de travail. Je sais que les influenceurs et la promotion sont à la mode ces jours-ci, mais je ne peux tout simplement pas permettre cela ici. Toute la cuisine et le personnel de service ont été distraits toute la journée. Maintenant, tu dois rentrer chez toi et te ressaisir. Reviens demain prêt à travailler, m'a-t-elle ordonné avec son ton habituellement doux. Je regardais ma responsable, Sheila, avec incrédulité. Je n'avais jamais connu cette jeune femme comme quelqu'un d'irraisonnable avant, mais comment pouvait-elle croire à ces absurdités ? Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Mais Sheila, ne commence pas avec des mais, Sheila, m'a-t-elle coupé. Je ne peux pas permettre cela ici. Si un client l'entendait et se plaignait au siège, que se passerait-il ? Cela nous reflèterait mal à tous. Maintenant, rentre chez toi et débarrasse-toi de ce que tu as dans la tête. Il n'y avait plus rien à dire, je suppose, alors je suis parti, j'ai pointé et suis rentré chez moi. À la maison, j'ai allumé l'ordinateur. Peut-être que je pourrais me détendre sur Internet, sur l'Internet normal. J'avais eu assez du dark web pour l'instant. J'ai tout démarré et tout semblait bien se passer. J'ai ouvert mon navigateur et soudainement, j'ai entendu le son de nombreux emails arrivant. Génial. Et maintenant quoi ? J'ai ouvert ma boîte de réception depuis la barre du navigateur et il semble que presque tout le monde dans ma liste de contacts m'avait envoyé un message. J'en ai ouvert quelques-uns et ils disaient tous des choses comme « C'est quoi ce bordel ?» et « Ça a intérêt à être une blague ». J'ai regardé les chaînes de messages. Apparemment, j'avais envoyé un message à chaque personne de ma liste de contacts. Une sorte de vidéo. Je l'ai regardé. Cela ressemblait au code que j'avais vu la nuit dernière sur ce site du dark web. Merde, ça devait être un virus informatique. Comment cela a-t-il pu arriver ? J'avais été si prudent. J'ai passé les heures suivantes à répondre aux personnes les plus importantes en disant que j'avais été piraté et qu'il ne fallait pas qu'ils ouvrent la vidéo. J'ai débranché mon ordinateur et je me suis assis, me demandant ce qui se passait. Il me faudrait acheter un nouvel ordinateur, c'est sûr. J'espérais avoir fait suffisamment de contrôle des dégâts pour le moment, pensais-je. Peut-être que je pourrais simplement regarder quelques vidéos sur YouTube à la télé. Oh mais attends, je n'étais même pas sûr que ce soit sûr d'utiliser Internet du tout. Avec cette pensée, j'ai débranché mon modem et mon routeur. Je suppose que j'étais parti pour une longue nuit avant de m'endormir. Dormir ne fut pas plus facile cette nuit-là. Le matin, je me suis de nouveau préparé pour aller travailler. J'étais déterminé à dire le moins de choses possible à qui que ce soit. Je pense que j'ai bien fait,
Mais 1 heure après le début de mon service, ma responsable Sheila m'a rappelé dans son bureau. « Tu sais, Charlie, je pensais que tu avais compris ce que je t'avais dit hier. Non seulement je continue de recevoir des plaintes aujourd'hui, mais maintenant Ed aussi n'arrête pas de parler de ton site web. Ça suffit, tu es viré, m'a-t-elle crié. J'étais stupéfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai même pas pris la peine de discuter. Comment argumenter contre la folie? Alors que pouvais-je faire? Je suis parti, furieux. Alors que je m'en allais, Ed m'a crié. « Hé mon pote, assure-toi de vérifier résistance d'Otonion. C'est vraiment génial, tu dois voir ça. » Là, mon sang s'est glacé. Quelque chose n'allait définitivement pas. Ed ne mettrait jamais les pieds sur le dark web par lui-même, il pouvait à peine gérer ses emails. Mon Dieu, j'espérais que tout cela n'avait rien à voir avec le bazar des emails d'hier. Mais ensuite, je me suis rendu compte que je n'avais même pas l'adresse email d'Ed. Je suis rentré chez moi en courant et j'ai claqué la porte derrière moi. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'enregistreur. Je me suis enregistré en train de parler de mes films préférés, juste un échantillon. J'ai écouté l'enregistrement et, soudainement, j'ai commencé à parler de ce satané site web du dark web. Comment pouvais-je dire cela sans même le savoir? Je me suis précipité, j'ai pris ma voiture et commencé à rouler. J'ai fini dans un motel miteux. Pendant tout le trajet, mon téléphone ne cessait de sonner. Email, SMS, messages vocaux. J'ai pris une chambre. Le réceptionniste me regardait tout le temps. Il a clairement compris que je voulais une chambre, mais Dieu sait ce que j'ai pu dire d'autre. Je me suis assis sur le lit et j'ai ouvert mon téléphone. Chaque fichu message était à propos de Résistance.Oignon. Il semble que toutes les personnes avec qui j'avais été en contact à un moment donné m'envoyaient un message à propos du même satané site web, et c'est là où je suis prisonnier. J'ai posté ceci sur Reddit en espérant que quelqu'un là-bas sache ce qui se passe et puisse me dire comment réparer cela. Je ne sais pas jusqu'où cette histoire va aller. Je ne suis pas sûr des règles ici pour diffuser ceci. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une sorte de virus. Mon Dieu, je crois que j'ai un virus informatique. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je ne vois pas d'autre explication. Cela semble être extrêmement contagieux. Le téléphone de ma chambre vient de sonner. Je n'ai pas répondu. J'ai peur de répondre. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et je suis vraiment désolé. J'ai toujours été intéressé par le dark web. C'est comme un endroit secret où tu peux obtenir tout ce que tu veux. Drogue, armes, même traite d'êtres humains. Mais ce qui m'intriguait vraiment, c'était les sites effrayants dont les gens parlaient. Alors un soir, j'ai décidé d'explorer le dark web par moi-même. J'ai téléchargé Tor et j'ai commencé à chercher. La plupart des sites étaient ennuyeux, juste des forums et des marchés. Mais ensuite, j'ai trouvé un site qui a attiré mon attention. Il s'appelait The Dark Room. Le site était assez basique, juste un fond noir avec une boîte de chat au centre. J'ai tapé « Salut » et j'ai attendu. Presque instantanément, quelqu'un a répondu « Bienvenue dans la chambre noire, veux-tu une histoire ?» Je me suis dit « Pourquoi pas ?»« Bien sûr », ai-je répondu. « Génial, mais d'abord tu dois faire quelque chose pour moi. » C'est à ce moment que j'ai commencé à me sentir un peu nerveux. Dans quoi est-ce que je m'étais embarqué? Que veux-tu que je fasse? Ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Quand tu les rouvriras, tu seras dans un nouvel endroit. Ne t'inquiète pas, tout fait partie de l'expérience. J'ai hésité une seconde, mais j'ai décidé de le faire. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à compter. 1, 2, 3. Quand j'ai atteint 10, j'ai ouvert les yeux. J'étais dans une pièce sombre. La seule lumière venait d'une seule bougie au centre. « Qu'est-ce que... » ai-je murmuré. « C'est mieux comme ça, » dit une voix derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu une silhouette debout dans l'ombre. Je ne pouvais pas voir son visage, mais elle avait une voix calme et douce. « Laisse-moi te raconter une histoire. » La silhouette a commencé à parler d'un groupe d'amis qui étaient repartis camper dans la forêt. Une nuit, ils ont entendu un bruit étrange et sont allés enquêter. Ils ont trouvé une cabane cachée entre les arbres. La cabane était vieille et délabrée, mais il y avait quelque chose d'étrange à son sujet. Elle semblait être vivante. Quand le groupe est entré, la porte s'est refermée brusquement derrière eux. Ils étaient piégés, et c'est là qu'ils l'ont vue. Une femme en robe blanche déchirée. Ses cheveux étaient emmêlés et ses yeux étaient noirs. Elle les appelait à s'approcher de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils soient face à face. Et puis, la silhouette dans la chambre noire a commencé à rire. C'était un son sinistre, glaçant. « Ce n'est même pas la partie effrayante, » dit-elle. « Veux-tu savoir ce qui s'est passé ensuite ? » J'étais déjà nerveux, mais je ne pouvais pas résister à l'envie d'en entendre plus. « Oui, que s'est-il passé ensuite ?» demandai-je, ma voix tremblant un peu. Eh bien, la femme a commencé à chanter.
C'était une mélodie terrifiante et troublante qui semblait venir du plus profond d'elle. Et tandis qu'elle chantait, les murs de la cabane ont commencé à bouger. Ils se tordaient et tournaient comme s'ils étaient vivants. Et la femme, elle continuait à chanter et chanter, sa voix devenant de plus en plus forte et intense. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Cette histoire me perturbait vraiment. « Qu'est-il arrivé au groupe ?» demandai-je, presque effrayé d'entendre la réponse. « On ne les a jamais revus », dit la silhouette, avec une voix toujours aussi malveillante. « Certains disent qu'ils sont toujours piégés dans cette cabane, écoutant la chanson de la femme pour l'éternité. Je ne pouvais plus supporter ça. Je voulais sortir de cette chambre noire, sortir de cette histoire tordue. « Ça suffit », ai-je dit, en commençant à me lever. Mais la silhouette a bougé plus rapidement que je ne pensais possible. Elle était en face de moi en un instant, son visage à quelques centimètres du mien. Maintenant, je pouvais voir ses yeux. Ils étaient complètement noirs, comme des puits sans fond. « Tu ne peux pas partir maintenant », a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. « Tu n'as pas encore payé pour l'histoire. » Je sentais la sueur froide couler sur mon front. « Que veux-tu dire par payer ?» ai-je demandé, me sentant de plus en plus pris au piège. « Tu me dois une âme, » dit la silhouette, un sourire malveillant se tordant sur ses lèvres. « Et tu ne partiras pas tant que je ne l'aurai pas. » Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Tout cela n'était qu'un cauchemar. La chambre noire, l'histoire tordue, la silhouette aux yeux noirs. Mais en me levant, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Mon corps était lourd et lent, et j'avais un goût étrange dans la bouche. J'ai trébuché jusqu'à la salle de bain et me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient injectés de sang et ma peau était pâle. Et c'est alors que j'ai vu une marque sur mon cou, comme si quelqu'un m'avait injecté quelque chose. J'étais terrifié. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je savais que ça ne pouvait pas être bon. Et puis j'ai entendu la voix à nouveau, la même que celle de la chambre noire. « Maintenant tu m'appartiens », a-t-elle chuchoté à mon oreille. J'ai essayé de me battre, de résister à l'emprise de ce qui était en moi, mais c'était trop fort. Je pouvais sentir comment ça prenait le contrôle, comme un parasite envahissant mon corps. Et alors j'ai su ce que je devais faire. Je devais avertir les autres à propos du dark web, des dangers qui se cachent dans l'ombre. Alors j'ai commencé à écrire des articles de blog, des fils sur Reddit, n'importe quoi pour diffuser le message. J'ai raconté mon histoire et supplié les autres de faire attention. Mais même en écrivant, je pouvais sentir la substance à l'intérieur de moi se renforcer. C'était comme un cancer qui se propageait dans mes veines et prenait le contrôle de mes pensées. Je savais que je disparaîtrais bientôt, perdu pour cette force obscure qui m'avait piégé. Alors si tu lis ceci, s'il te plaît, écoute mon avertissement. Le dark web n'est pas un jeu. Ce n'est pas une cour secrète où tu peux satisfaire tes fantasmes les plus sombres. C'est un endroit de ténèbres, de mal. Et si tu ne fais pas attention, il te consumera, corps et âme.